Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à InfoSoir. Une délégation marocaine est au Vatican. Elle a pris part à la cérémonie d'élévation de 13 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque de Rabat. À cette occasion, le pape François a reçu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq. Un message écrit adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, a été remis au pape François. Reportage de notre envoyé spécial Abdel Fattah Moumen, le récit est de Rizlan Taibi. 6 mois après sa visite historique au Maroc, le pape François reçoit au Saint-Siège le chef de la diplomatie marocaine. Nasser Bourita, ainsi que le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq, sont venus prendre part au consistoire marquant l'élévation par le souverain pontife de 13 nouveaux cardinaux, dont Cristobal López Romero, qui officiait comme archevêque de Rabat. Au cours de cette audience accordée à la délégation marocaine, à cette occasion, un message écrit, adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, a été remis au pape François. Le souverain y réitère sa satisfaction de la visite pontificale dans le royaume fin mars dernier. Dans ce message, Sa Majesté a réitéré sa satisfaction par rapport aux résultats de la visite effectuée par le pape au royaume en mars dernier. Visite qui s'est déroulée sous le sceau du dialogue religieux, de la co-connaissance et de la foi agissante au service des plus démunis. Nasser Bourita a également affirmé que la décision du pape François d'élever l'archevêque de Rabat à la haute dignité de cardinal intervient suite à la visite du pape François au Maroc et inscrit dans la durée la convergence des deux souverains sur les idéaux du vivre ensemble, de la compassion et du service des plus démunis. Je vous le disais, la délégation marocaine a pris part à la cérémonie d'élévation de 13 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque de Rabat. Après plus de 10 ans au Maroc, son élévation au rang de cardinal intervient suite à la visite historique du pape François dans le royaume en mars dernier et s'inscrit dans la promotion des valeurs du dialogue et du vivre ensemble. Nous retrouvons Abdel Fattah Moumen, le récit est de Amina Ben Khalq. C'est au cours de cette grandiose assemblée religieuse que le pape François a créé 13 nouveaux cardinaux. Des hommes d'église dont le profil et le parcours exceptionnel est marqué par un attachement au dialogue interreligieux, principalement avec l'islam. Parmi eux, Monseigneur Cristobal López Romero, qui officiait jusque-là comme archevêque de Rabat. Son élévation à la haute dignité de cardinal est un symbole fort qui intervient plus de 6 mois après la visite au Maroc du souverain pontife. C'est ce qu'a précisé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, qui a remis un message écrit adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, au pape François. Sa Majesté le roi y a vu un signe de considération, un signe de reconnaissance envers le Maroc, envers le peuple marocain, pour ses valeurs de tolérance, d'ouverture, de compassion, d'humanisme, valeurs qui certainement le nouveau cardinal les portera également dans ses futures fonctions. Engagé dans le dialogue avec l'islam, Monseigneur Cristobal López Romero a passé 10 années au Maroc, une décennie durant laquelle l'ancien archevêque s'est imprégné de la culture marocaine et qui lui a permis de porter un message de vivre ensemble, un message qu'il continuera de promouvoir en tant que nouveau cardinal. Les relations entre le Maroc et le Vatican ne cessent de se renforcer depuis l'établissement des liens diplomatiques en 1976. La visite effectuée au Maroc en mars dernier par le pape François en représente l'une des étapes les plus importantes. Rabat et le Saint-Siège partagent aujourd'hui une volonté commune, celle d'œuvrer en faveur de la paix et de la tolérance. Retour sur ces liens historiques avec Mamadou Dieye. Nous sommes le 19 août 1985 et c'est la première fois qu'un pape effectue une visite officielle dans un pays musulman. Sa Majesté le roi m'a fait l'honneur de me rendre visite à Rome et il a eu la courtoisie de m'inviter à visiter votre pays et à vous rencontrer. Cette visite d'envergure vient en réponse au déplacement effectué 4 années plus tôt par feu Sa Majesté le roi Hassan II au Vatican. Une visite qui jette les bases d'un dialogue interreligieux entre le Royaume du Maroc et le Saint-Siège.
Ces relations se sont renforcées au fil des années. En 2000, c'est au tour de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'être reçu au Vatican, signe de reconnaissance des efforts du Maroc pour la promotion de la paix et de la tolérance dans le monde arabo-musulman, surtout dans son implication en faveur du peuple palestinien. Une cause qui a valu au Maroc d'occuper la présidence du comité d'Al-Quds avec le soutien affiché de l'Église catholique. Cette visite réitérée du pape François en mars dernier au Maroc, sur invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, s'inscrit dans la dynamique du renforcement de ces liens déjà étroits. Ici, sur cette terre, pont naturel entre l'Afrique et l'Europe, je souhaite redire la nécessité d'unir nos efforts pour donner une nouvelle impulsion à la construction d'un monde plus solidaire. Ces relations diplomatiques entre le Maroc et le Vatican se traduisent également par la mise en place d'une mission diplomatique résidente auprès du Saint-Siège représentant le Maroc depuis 1997. Direction l'Irak à présent, qui vit au rythme de manifestations quotidiennes. Les Irakiens ont de nouveau défilé aujourd'hui dans la capitale Bagdad et dans d'autres régions du pays. Un mouvement de contestation marqué par des affrontements meurtriers avec les forces de l'ordre. Depuis mardi dernier, les violences ont fait près de 100 morts et 4000 blessés. Plus de développement avec Amina Ben Khalq. Ces manifestants fuient en courant les tirs à balles réelles des forces policières. Des scènes de guerre à Nasiriyah au 5e jour du mouvement de contestation marqué par des violences inouïes. Les affrontements entre les milliers d'Irakiens qui ont investi les rues et les forces anti-émeutes ont fait 100 morts et 4000 blessés. Je ne comprends pas toute cette violence. Ces jeunes manifestent pacifiquement en brandissant le drapeau national. Leurs demandes sont légitimes. Ils exigent du travail, de bonnes universités et de la sécurité. Ces manifestants dénoncent aussi les défaillances du service public et exigent le départ d'un gouvernement qu'ils qualifient de corrompu. Pour tenter d'amorcer une sortie de crise, le Premier ministre Adel Abdelmehdi et le président du Parlement ont promis du changement. L'exécutif a également ordonné la levée du couvre-feu à Bagdad. J'espère que tous ces discours seront appliqués car le peuple irakien en a marre des promesses non tenues. Des promesses qui n'apaiseront pas la colère des manifestants selon les observateurs, surtout que l'influent leader chiite Moqtada Sadr a annoncé son soutien à cette vague de contestation. En France, la piste terroriste se confirme après l'attaque au couteau perpétrée à la préfecture de police de Paris. Lors d'une conférence de presse, le procureur national antiterroriste a décrit le profil de l'assaillant. L'informaticien, affecté à la direction du renseignement de la préfecture de police, était âgé de 45 ans. Les premières investigations révèlent qu'il se serait radicalisé. Il était en contact avec la mouvance salafiste. Il a été tué au cours de l'attaque de jeudi dernier qui a fait 4 morts parmi les policiers. De son côté, la police espagnole annonce l'arrestation dans la commune de Parla, dans le centre de l'Espagne, d'un ressortissant espagnol d'origine marocaine pour son appartenance présumée à l'organisation terroriste Daesh. Les autorités espagnoles précisent que le mis en cause, âgé de 23 ans, était le responsable en Espagne d'une plateforme médiatique chargée de la diffusion de contenus reliés à l'organisation terroriste. Des substances chimiques ont également été découvertes lors de la perquisition du domicile du prévenu. Retour au Maroc où l'on célèbre la journée mondiale des enseignants. Il s'agit de rendre hommage à ce qui est plus qu'un métier mais une véritable vocation. L'occasion également de saluer les instituteurs affectés dans des zones reculées. C'est le cas notamment dans la région de Tinrir. Malgré toutes les difficultés, les enseignants luttent contre l'abandon scolaire dans les zones montagneuses qui abritent des populations nomades. Un exemple de dévouement et d'abnégation. C'est un reportage d'Abd Samad Ta'am, le récit est de Mehdi Foudi. Il traverse un long trajet de 30 km aller-retour avec sa bicyclette pour venir enseigner les enfants des familles nomades. Shakerlah est un jeune instituteur affecté dans la région de Tinrir. Pour lui, son métier est avant tout un devoir envers la nation. L'enseignant qui travaille dans cette région doit réaliser d'énormes sacrifices. Il doit faire face à des conditions climatiques sévères en hiver comme en été, en plus de la difficulté d'accès à ces localités.
والدرجة تكون مرتفعة أيضا في فصل الصيف. هناك أزمة نعم ظروف قاسية في الطريق. Connue pour sa population nomade, la province de Tinrir compte 138 élèves scolarisés dans ces écoles installées spécialement pour eux. Ils bénéficient d'un soutien social. L'enseignant, quant à lui, reste un acteur indispensable dans la réussite de ce genre d'initiative. Nous travaillons avec les moyens du bord pour assurer la réussite et la continuité de cette initiative. L'enseignant est célébré le 5 octobre de chaque année dans les 4 coins du globe, une occasion pour rendre hommage à ces instituteurs qui accomplissent leur mission dans des conditions de travail difficiles, mais avec un objectif noble, celui de lutter contre l'abandon scolaire des enfants de ces familles nomades. Lutter contre l'abandon scolaire dans le monde rural passe aussi par la réalisation d'infrastructures disposant de tous les équipements nécessaires, notamment des systèmes sanitaires. Dans la région de l'Haouz, certaines écoles rurales ne disposent pas d'installations sanitaires, une situation qui présente un risque pour la santé des élèves et qui provoque l'abandon scolaire chez les jeunes filles. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Offrir un environnement propice à l'épanouissement des enfants, c'est ce que tente de faire au quotidien l'association des parents d'élèves de cette école primaire de la commune rurale de Saada. Tout commence par des sanitaires opérationnels, mais surtout propres. Certains optent même pour une rénovation complète des commodités. Il faut des infrastructures sanitaires de qualité afin d'assurer la sécurité ainsi que le bien-être des enfants au sein de l'école. Cela joue un rôle important dans l'établissement scolaire. Les sanitaires étaient insalubres. Nous avons rénové les installations. Cela a nécessité un budget de 77 300 dirhams et en voici le résultat. Mais avoir des toilettes qui fonctionnent ou même en avoir tout court est un luxe auquel certaines écoles du monde rural n'ont toujours pas accès. En témoigne cet établissement de la commune de Mzoudia à Chichawa qui ne dispose d'aucune infrastructure sanitaire. Une situation que le département de tutelle tente de régler tant bien que mal depuis plus de 2 ans. Il n'y a pas de toilettes, nous faisons nos besoins en pleine nature, les fenêtres sont cassées et nous ramenons l'eau de chez nous ou de Wad Tansift. L'école ne dispose pas de sanitaire, il n'y a pas d'eau non plus, les enfants sont obligés de se cacher là-bas pour faire leurs besoins. D'ailleurs, de fortes odeurs s'en dégagent. Nous avons équipé ces 2 dernières années dans la province de Chichawa, plus de 80 annexes en installation sanitaire. Ce programme est toujours en cours afin d'équiper à terme l'ensemble des établissements en installation de base. En 2017, une étude réalisée par l'UNESCO avait pointé du doigt de graves problèmes d'infrastructure au sein des écoles marocaines. Le rapport avait établi que seuls 50% des écoles disposent de toilettes. Dans la région de Marrakech, plus de 250 établissements publics ont bénéficié d'installations sanitaires ces 2 dernières années. À Tanger, les journées portes ouvertes de la Sûreté nationale se poursuivent. Les différentes missions de la police sont présentées aux nombreux visiteurs. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière l'action menée en faveur de la prévention routière. Le public peut ainsi découvrir les technologies les plus récentes visant à assurer la sécurité routière. Des activités éducatives sont également organisées en faveur des plus jeunes. Reportage Sder Benzina, Falid Reitou et Fadel Sadouni. Le récit est de Mehdi Foudi. Ce sont des lunettes de simulation de conduite sous l'effet des stupéfiants. Les visiteurs des journées portes ouvertes de la DGSN n'ont pas manqué l'occasion de les essayer sur un petit trajet tracé sur le sol. Une expérience qui a pour but de sensibiliser ces gens au danger de la conduite sous l'effet de drogue. C'est comme être sous l'effet de l'alcool. Tu ressens un vertige, tu perds ton contrôle et ta concentration. Cette simulation est destinée à faire prendre conscience des effets de la drogue et de l'alcool sur la vision du conducteur. Ces journées portes ouvertes sont également l'occasion pour les citoyens de se rapprocher un peu plus des outils de travail et des infrastructures utilisés par la DGSN pour la prévention routière. Dans cet espace dédié spécialement aux plus jeunes, les agents sont amenés à sensibiliser ces enfants à travers des concours. Des permis de conduire symboliques sont délivrés aux gagnants. J'ai appris beaucoup de choses concernant les panneaux de signalisation routière, surtout les signaux d'interdiction. Pour sensibiliser les usagers des véhicules sur la grande importance de la ceinture de sécurité, un simulateur de retournement de voiture a été également mis en place pour les curieux désireux d'essayer cette expérience.
Après Rabat et Casablanca, c'est au tour de Marrakech d'accueillir le festival Littérature itinérante. 40 écrivains d'origines diverses débattent du thème des interactions entre l'écrit et l'oral. Le festival permet également aux écrivains d'aller à la rencontre du public sur l'esplanade de la Koutoubia. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. C'est sans conteste l'événement marquant de cette rentrée littéraire. Pour sa nouvelle édition, Littératures itinérantes réunit plusieurs écrivains, nouvellistes et éditeurs nationaux et internationaux autour d'un même objectif, célébrer le livre et favoriser l'échange entre l'écrivain et le lecteur. Vous savez, c'est le rêve de beaucoup de lecteurs de rencontrer l'auteur ou l'écrivain ou l'écrivaine. Donc, je crois que la littérature itinérante donne cette occasion-là et surtout, elle rapproche aussi le lecteur de l'écrivain. Parole versus écriture, l'éternel débat a également été au cœur de cette rencontre littéraire. Et pour certains, rien ne vaut un bon livre pour se cultiver ou encore s'évader. Ça permet de finalement se projeter dans d'autres vies, de rêver, d'avoir de l'ambition. Et quand vous réfléchissez à tout ça, eh ben, il y a très peu de choses qui vous donnent autant d'émotions, autant de possibilités qu'un livre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui ne lisent pas. Et donc, c'est notre rôle à tous de leur faire découvrir la valeur du livre. Quelques 40 écrivaines et écrivains ont donné rendez-vous aux lecteurs pour une séance de dédicace au pied de la Koutoubia, ce lieu historique réservé à l'époque aux bouquinistes et aux artisans du livre. Demain, Casablanca accueille son marathon international pour sa 12e édition. L'événement prévoit plusieurs épreuves. Un parcours classique de 42 km, un semi-marathon et un 10 km. Les coureurs vont traverser les principales artères de la ville. Un parcours réservé aux enfants est également prévu. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Au Vatican, une délégation marocaine remet un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, au pape François. La délégation a également assisté à l'élévation par le pape François de 13 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque de Rabat. Après plus de 10 ans au Maroc, son élévation au rang de cardinal intervient suite à la visite historique du pape François dans le royaume en mars dernier et s'inscrit dans la promotion des valeurs du dialogue et du vivre ensemble. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al-Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.